Bonsoir à toutes et à tous. On va gentiment commencer. Je me présente, je m'appelle Achille Karangwa, je suis journaliste pour la rubrique vaudoise du quotidien Le Courrier et j'aurai le plaisir d'introduire et puis d'animer cette soirée de présentation et discussion. C'est un grand plaisir donc pour moi de vous accueillir ici présentement, mais aussi en ligne pour les quelques personnes qui sont via Zoom. Pour cette conférence consacrée à une question, nous allons le découvrir, mais vous vous en doutez, à la fois urgente et complexe. Donc, construire la ville plus vite, comment accélérer la réalisation de nouveaux quartiers. Comme on le sait tous, et ça a été de nouveau annoncé à maintes reprises ces derniers temps, la Suisse connaît une pénurie de logements, particulièrement dans les cantons et villes, aussi agglomérations qui croissent de manière démographique et économiquement très rapidement. Et dans le même temps, les impératifs environnementaux nous obligent à densifier, construire intelligemment, à préserver aussi les terres agricoles et à développer des quartiers durables sur le plan écologique et aussi conviviaux, habitables de manière socialement acceptée. Or, construire la ville aujourd'hui, ce n'est pas seulement ériger des bâtiments, ce n'est pas que le bâti, c'est aussi négocier avec des procédures longues, des oppositions parfois, de plus en plus souvent, il me semble, des contraintes légales et environnementales, et j'ai envie de dire presque surtout coopérer entre de très nombreux acteurs à l'intérieur de ce cadre un peu millefeuille. Et pour éclairer ces enjeux, nous avons ce soir le plaisir d'accueillir deux spécialistes, Monsieur Léonard Verest, urbaniste et professeur à la HUIG Vaud, qui partagera, si j'ai bien compris, son regard sur les défis institutionnels et légaux en Suisse, mais également en mobilisant l'exemple du projet genevois des communaux d'Ambilly. Également le plaisir de recevoir Madame Nathalie Luyet, architecte et urbaniste, fondatrice de Link Fabric, qui, elle, défend et exposera une vision où le facteur humain, la qualité des relations et de la coopération sont au centre et peuvent être un levier déterminant pour accélérer les projets, en tout cas les mettre sur la bonne voie. Avant d'écouter leurs interventions, puis d'ouvrir avec vous et en ligne un moment de discussion avec le public, je passe d'abord la parole à Monsieur Wössner des services de la ville d'Yverdon pour quelques mots introductifs, et ensuite Monsieur Verest sera le premier intervenant avec des interventions d'une vingtaine de minutes chacun avant d'ouvrir la discussion. Merci bien et bonne soirée. Bonsoir à toutes et tous. Je vais vraiment pas faire long. Je voulais juste vous accueillir au nom du service de l'urbanisme qui co-organise ce petit cycle de conférences déjà depuis plusieurs années. Cette année, on le co-organise avec la HEIGVD. Donc, on a choisi le sujet de ce soir ensemble. On l'a choisi parce que c'est un sujet qui fait écho à des questions qui se posent dans plein de villes qui ont en ce moment des projets de nouveaux quartiers à développer. À Yverdon, on a la particularité d'en avoir environ une douzaine en parallèle qui se développent à des rythmes différents. Certains vont très vite, d'autres vont plus lentement. Et puis, évidemment, ces facteurs de rapidité sont liés d'une part au fait qu'on construit la ville sur la ville, on en reparlera dans les différentes présentations. Donc on n'est pas en train de développer des nouveaux quartiers sur du terrain agricole vierge en posant simplement des plots sur la campagne, mais on doit aussi traiter ce qui existe déjà et puis éventuellement relocaliser des choses qui sont déjà dans la ville pour pouvoir faire de la place pour les nouveaux quartiers. Mais c'est aussi évidemment lié à toutes sortes de facteurs humains, de facteurs de procédures, etc., qui sont chaque fois propres à l'histoire des différents quartiers. Moi, je me réjouis beaucoup d'entendre nos deux intervenants ce soir qui vont partager leurs expériences qui sont très riches. Donc, c'est un parcours de chercheurs, un parcours de praticiennes. Et puis, vous verrez qu'il y a plein de facteurs qui entrent en jeu pour cette question de faire la ville plus rapidement ou pas.
Voilà, et je précise donc, mais je pense que vous l'avez déjà précisé, que en fait la conférence est filmée, hein. Il y a des dispositifs là qui sont au fond de la salle. Merci d'ailleurs à Arnaud et Zoé d'avoir tout préparé puis d'être toujours au taquet sur la logistique. Ça nous permet d'enregistrer ces conférences et puis de les mettre en ligne et de pouvoir les partager après avec un public qui n'aurait pas pu être là ce soir. Mais on a aussi des personnes qui suivent à distance et qui pourront poser des questions via le chat. Donc n'hésitez pas à formuler vos questions en fin de présentation. Et puis on alternera les questions qui viennent du chat et les questions qui viennent de la salle. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être présents ceux qui sont là. Et puis je cède la parole à Léonard. Merci beaucoup. D'abord, merci. Merci pour cette invitation, pour essayer de répondre à cette question. Comment accélérer la réalisation de nouveaux quartiers? J'ai un exposé qui se déroule un peu en deux étapes. D'abord, je vous montre un projet, un grand quartier urbain en cours de construction dans le canton de Genève. Ça nous permet peut-être de comprendre un peu de quoi on parle. Même, je suis conscient, hein, chaque quartier a sa propre histoire, son propre contexte. Mais il y a quand même quelques parallèles probablement à trouver entre le développement de ce grand quartier. Et une deuxième partie où je m'attaque vraiment à cette question, j'essaye de trouver, de vous donner quelques clés pour essayer de répondre peut-être ensemble à cette question, est-ce qu'on peut aller plus vite sur la réalisation de nouveaux quartiers? Alors, donc, quelques mots sur un projet qui s'appelle maintenant Belle-Terre, mais à Genève, on parle plutôt de Comino d'Ambilly. C'est un magnifique site qui se trouve pas loin de la frontière française et proche du centre-ville de la ville d'Annemasse, un peu plus loin de Genève, même si les distances restent tout à fait modestes. C'est cette zone cultivée qui se trouve au centre de cette image. D'ailleurs, il y a une spécificité assez... je crois que c'est un unicum en Europe. Donc, le Comino d'Ambilly, 20 hectares de ce terrain sont en main d'une petite commune française. Napoléon a tracé une limite. Et la commune d'Ambilly, qui se trouve juste à l'autre côté de la frontière, est propriétaire de 20 hectares constructibles en Suisse. Pour le reste, c'est l'État de Genève et la commune de Tonnet qui sont propriétaires. Donc, on s'est dit à l'époque, très bien, le foncier est en main publique, on a déjà une bonne dimension, une bonne raison de développer en fait ce quartier. L'histoire commence en 2003 avec la validation de l'urbanisation de ce site par le Grand Conseil, qui a par la suite inscrit dans le plan directeur cantonal Genevois, ce qui était à Genève. En fait, tous les grands projets passent par là. C'est à la fois pour montrer politiquement qu'on veut aller de l'avant, mais aussi pour assurer la coordination entre tout ce qu'on veut faire sur le territoire genevois, qui est très chargé et très sollicité. Donc 2003, début de cette histoire. Une première image directrice voit le jour en 2007. On voit ici apparaître en fait de pièces urbaines qui sont liées à un maille central qui passe à travers ce quartier. L'idée, c'est de construire environ 4000 logements, dont 2500 sur la commune de Tonnet, 1500 sur la petite commune de Pupplinge. Voilà. Une étape importante à Genève, c'est de changer l'affectation. Ça passe par le Grand Conseil. C'est le Grand Conseil genevois qui valide tout changement d'affectation du sol sur le canton. Ça se fait en 2008 et on voit ici une énorme surface qui change en fait d'affectation d'un seul coup. C'était déjà, même si c'est une terre cultivée par un agriculteur, c'était déjà en fait affecté en zone villa, mais il fallait changer l'affectation pour pouvoir construire un quartier dense, ce qui a été fait. Un plan directeur de quartier voit le jour une année après, en 2008. Ça, c'est une étape importante. Un plan directeur de quartier, ce n'est pas opposable au tiers, c'est une forme de contrat entre le canton et la commune, ou les communes qui sont concernées par ce grand projet. On voit déjà ici que c'est que la partie sur Tonnet, pas la partie sur Pupplinge, qui a été abandonnée d'ailleurs, pour de diverses raisons.
Donc 2500 logements dans ce plan directeur de quartier. Canton, commune se mit d'accord sur les grandes orientations pour le développement de ce quartier. On voit que l'image directrice est plutôt respectée, des pièces urbaines séparées par des parcs, enfin des zones de verdure. On crée aussi au centre une petite centre commercial. Il y a un espace réservé pour l'école et toujours ce mail central qui permet d'accéder à tous les éléments, enfin toutes les différentes pièces urbaines de ce quartier. À ce moment-là, on se met aussi d'accord sur un phasage qui est peut-être un peu atypique parce qu'il a été décidé de commencer au milieu, donc les pièces A2 et B. Il y avait une raison, je crois, très politique à l'époque. Si on commence au milieu, à la fois on assure tout de suite que les services et les équipements seront réalisés, donc les commerces notamment qui sont dans la pièce B, mais aussi les mailles centrales qu'on doit réaliser et on augmente certainement les chances que l'ensemble du quartier serait réalisé par la suite. Un mandat d'études parallèles en forme de concours a été organisé pour la première étape qui englobe tous les espaces ouverts en fait, de ce quartier, plus les pièces A2 et B, donc les deux pièces au milieu. Et on voit déjà apparaître en fait, le projet, un projet plus concret qui serait par la suite inscrit, transformé dans un plan localisé des quartiers, c'est le plan quartier, c'est le plan d'affectation, dans lequel on crée réellement les droits à bâtir. Donc on formalise quelque part le quartier, on dit exactement quelle hauteur, combien de mètres carrés, comment on va accéder, où se trouvent les espaces publics, etc. Toutes ces questions sont réglées dans ce premier plan localisé des quartiers. On a en 2011. Première autorisation de construire qui permet de réaliser, instruit sur la base du plan localisé des quartiers que je viens de montrer. Donc on est en 2015, là on est prêt pour la construction. Et ça se fait par la suite. En 2018, on voit déjà une première image, les mailles centrales, et on voit tous les travaux qui sont en cours pour réaliser ces deux premières pièces au centre du projet. Fin 2020, ça commence à prendre forme. Et 2021, il y a les premiers bâtiments qui sont finalisés et il y a les premiers habitants qui arrivent sur le site. En vue d'ensemble, ces différentes étapes, donc 2003 jusqu'à 2021, on a réalisé les deux premières pièces au centre de ce quartier. Pour les autres pièces, de concours ont été organisés déjà en 2014, comme ça indiqué ici, un concours deuxième étape, donc pour les pièces A1 et A3, c'est les pièces dans les extrémités. Dans le plan localisé des quartiers, donc le plan d'affectation est aujourd'hui encore en cours d'instruction. Donc ça montre déjà, entre 2003 et aujourd'hui 2025, on a réalisé les premiers environ 600 logements, un petit peu plus le petit centre commercial au centre, et on continue à développer en fait les autres pièces au rythme d'aujourd'hui. On estime plutôt 2030, 2032, voire un peu plus tard, pour la réaliser de cet ensemble, enfin ce projet-là. Donc si on arrondit, c'est à peu près 25 à 30 ans pour réaliser ce quartier. Ce n'est pas parce que les différentes personnes impliquées ont chômé, loin de là. Il y a toujours un paradoxe dans notre métier, on réfléchit à long terme, mais il y a une forme de stress quotidien autour de ce type de démarche. Donc il y a beaucoup de travail qui a été fait, mené, pour réaliser le quartier, pour assurer en fait tous les instruments de planification, toutes les étapes de planification et les instruments qui sont liés, qu'on les a bien respectés et entrepris, validés, approuvés. Est-ce qu'on aurait pu aller plus vite? La question se pose. Encore une fois, ici, le foncier on a cru en main publique, même si la petite commune d'Ambilly, 20 hectares, a plutôt agi comme un privé qui voulait valoriser son terrain, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais les signaux étaient plutôt ouverts au moment du démarrage de ce projet et ça a pris quand même 25 à 30 ans pour réaliser. La deuxième partie, c'est plutôt, je vais essayer de donner quelques clés donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on pourrait construire plus vite? Première image, c'est la Suisse à 10 millions. Vous connaissez, il y a un grand débat là autour. Selon l'Office fédéral de la statistique, quelque part autour de 2040, voilà, on serait 10 millions de personnes en Suisse. Ça peut être un peu plus tôt, un peu plus tard, mais la croissance démographique, elle est là. Et l'aménagement du territoire est là pour accompagner, pour accueillir quelque part cette croissance.
Une image qui montre le territoire comme il est aujourd'hui occupé. Donc 32% c'est de surface boisée, 35% de surface agricole, 25% de surface improductive, de lacs, de glaciers, etc. Et 8% c'est de surface d'habitat et d'infrastructures. Sur ce 8% habitent 95% des habitants et se trouvent 96% des emplois. Le territoire est très sollicité, pas que par l'urbanisation, pour plein d'autres usages. Ici, c'est une image de surface d'assolement, le meilleur terre pour l'agriculture, on pourrait dire, qui sont maintenant très protégés par le cadre légal en Suisse. Chaque canton doit assurer un quota de ce surface d'assolement, ce meilleur terre pour l'agricole, qui couvre 33% du plateau, 11% du pays. On peut aussi parler de la concrétisation de l'infrastructure écologique. Là, la Suisse a fait des engagements, comme à peu près tous les autres pays de notre planète. On veut créer ce réseau, de meilleures terres, de meilleurs milieux pour la flore et la faune, qui couvre environ aujourd'hui 17% du territoire national. À terme, ça devait être plutôt 30%, donc il y a une demande importante pour créer cette infrastructure écologique. On peut montrer aussi le besoin qu'on a pour les décharges. C'est des grandes surfaces. Il y a un grand problème pour les créer. Il y a beaucoup d'opposition parmi la population. Donc là aussi, il y a des demandes importantes pour un territoire, pour de l'espace. Difficile à trouver. Donc on a des défis majeurs dans un espace restreint. Ce n'est pas parce que c'est vert sur la carte, ce n'est pas sollicité. Chaque mètre carré en Suisse, on peut l'utiliser plusieurs fois. Cette petite image à gauche en haut montre l'infrastructure écologique, la gestion de l'eau, des carrières gravières, des décharges, la production agricole, la transition énergétique, de loisirs, tourisme. Tout ça, on a besoin de l'espace sur notre territoire. Donc si on parle d'1 million d'habitants de plus, on devrait le mettre là où il y a déjà la grande majorité en fait, de nos habitants et de nos emplois, le 8% de notre territoire. En gros, il faut construire la ville sur la ville, densifier, transformer les espaces bâtis existants. Donc la question, est-ce qu'on fait encore des grandes extensions urbaines sur la zone agricole? Probablement, ce serait très peu au plus le cas. Il y a aussi une bonne nouvelle dans tout ça. On a un cadre légal qui est adapté aux enjeux. La LAT, la nouvelle LAT, même si elle a déjà 10 ans maintenant, un peu plus, c'est une loi qui renforce, enfin qui est en phase avec ces enjeux. J'ai mis juste la loi sur l'aménagement des territoires, l'article 1, les buts. Et on va orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti en maintenant une qualité de l'habitat appropriée et créer un milieu bâti compact. Donc la LAT nous donne en fait un cadre assez clair, une mission assez claire pour l'urbanisation dans notre pays. Elle a été acceptée par à peu près 2/3 de la population et tous les cantons, sauf le Valais, ont voté à l'époque, donc en 2013, je crois, cette loi. Il y a une grande volonté de bien faire en Suisse. Ici, c'est une image qui vient du système de Davos sur la qualité de la culture du bâti, dans laquelle on trouve les différentes dimensions qu'on veut prendre en compte quand on développe en fait un quartier, entre autres. Donc la diversité, la gouvernance, l'environnement, l'économie, l'esprit du lieu, la beauté, la fonctionnalité, le contexte. On a porté un grand soin au développement de nos nouveaux quartiers, afin de la transformation de nos villes. Mais on a affaire à un pays dans lequel il y a toujours une gouvernance multi-acteurs. On est nombreux à participer en fait, au développement de nos quartiers, enfin au changement, on pourrait dire, de nos villes, et pas que, aussi à l'extérieur, à la fois le pouvoir public, à la fois l'économie privée, des associations et autres. Et on voit de nombreux partenaires apparaître en fait, sur ces slides. Toutes ces personnes toutes ces entités sont d'une manière ou d'une autre impliquées dans la transformation en fait, de notre territoire. Ça montre aussi qu'on a un besoin très élevé de coordination. Enfin, toutes ces personnes, s'ils sont impliqués dans ce développement, dans cette transformation, il faut que l'information circule, il faut qu'on soit au courant de tout ce qui se passe. Si on développe un grand quartier, ce n'est pas construire des bâtiments, c'est aussi amener les transports, c'est de penser aux écoles, au système sanitaire, des espaces publics, le stationnement. Ça implique donc énormément de choses qu'on doit prendre en compte. Et ça nécessite donc une coordination très, très poussée pour mener à bien ce type d'opération.
Et il y a une volonté, et je crois que Florent il est ici dans la salle, notre spécialiste pour les démarches participatives, d'associer la population au développement. Quand moi j'ai commencé ma carrière comme urbaniste aux Pays-Bas, enfin, on faisait un tout petit peu de participation, mais c'était vraiment alibi. On allait droit devant hein, pour construire le plus vite possible. Aujourd'hui, on veut vraiment faire autrement, répondre en fait aux besoins de la population, de l'associer aux différentes étapes du développement. Et ça aussi, ça nécessite, ça donne un acteur important de plus en fait dans ce développement qu'il faut écouter, pas faire alibi. Et ça aussi, ça nécessite d'avoir un oreille attentif et de prendre en compte en fait ce qu'il nous a dit de la part de la population. Donc, si je dois répondre à cette question, pourrions accélérer le développement de nouveaux quartiers? Ma réponse, en fait, c'est non. Je ne crois pas, dans le contexte qui est le nôtre, qu'on arrive à le faire. Peut-être on peut gratter quelques années à droite à gauche, et on veut peut-être de 30 ans à 28 ou 27. Mais le contexte dans lequel on opère, le nombre d'acteurs qui sont concernés, la démocratie qui est la nôtre, notre volonté d'associer la population, les instruments de planification qu'on doit mener à bien pour formaliser quelque part la réalisation de ce quartier, je crois qu'il faut être conscient que ce n'est pas la rapidité hein, qui serait au centre de tout ça. Mais il y a probablement, et on peut se poser la question, est-ce que c'est nécessaire d'aller vite? Bon, la pénurie de logements nous force peut-être de répondre plus rapidement et de construire des logements, mais en même temps, on fait des quartiers, c'est des petits projets de société dans lesquels des gens vont vivre pendant des années. Donc il faut peut-être mieux bien faire que faire vite, et je crois que le contexte suisse ne permet pas d'accélérer davantage en fait, la réalisation de ces quartiers. Je montre un exemple genevois, mais on peut montrer des exemples dans le canton Vaud, des cantons Fribourg. Encore une fois, peut-être on peut, en optimisant à droite à gauche quelques éléments, de pousser un peu la rapidité, mais le contexte dans lequel on opère ne permet pas d'aller plus vite. D'autant plus qu'on ne va plus construire encore une fois des quartiers sur la zone agricole, mais plutôt dans un contexte urbain dans lequel la complexité est encore un peu plus élevée qu'à l'extérieur de la ville. Donc non, mais des quartiers qui répondent à la majorité des enjeux sociaux, environnementaux, urbanistiques, architecturaux, énergétiques ou encore de mobilité. Et ce qui est peut-être la bonne nouvelle de mon exposé. Voilà. C'est pour ma partie et je passe la parole avec plaisir à Nathalie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je voudrais juste dire deux mots, me présenter aussi en deux mots. Donc, depuis 2017, j'ai ouvert une structure de conseil aux institutions publiques qui s'appelle Link Fabric, mais après une expérience de 25 ans comme chef de différents projets dans toute la Suisse romande. Et donc, j'ai une expérience, je dirais, pratique de la fabrication de la ville sur divers projets dans les cantons romans. Et de cette expérience, j'ai pu porter un constat qui va vous paraître peut-être un point de vue différent de ce que vous a exposé Léonard, mais je crois que c'est bien qu'on se complète en la matière. C'est que d'abord, en tout cas, il y a une chose que je partage, c'est qu'il n'y a pas de formule magique pour construire plus vite. Cette formule magique, elle n'existe pas, et je crois qu'il faut en faire le deuil. Par contre, je pense qu'il y a des circonstances sur lesquelles on a un pouvoir d'action et que peut-être il en va de l'examen de nos responsabilités pour pouvoir mener à bien des projets, les porter et les voir se réaliser. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler ce soir. Alors, avec d'abord quelques slides qui posent un petit peu ce principe ou ce constat après ma pratique, et puis un exemple concret pour l'illustrer. Je pense que, alors ça, Léonard l'a démontré, hein, on n'a pas la maîtrise des contraintes et des obligations, et puis que le seul pouvoir qui est en nos mains, c'est celui d'agir sur notre sphère d'action, c'est-à-dire plutôt la sphère humaine. Et que les projets de quartier sont menés par des acteurs multiples, divers, ce qui en augmente la complexité.
Et dans cette grande complexité, il y a beaucoup de savoir-faire. Honnêtement, dans les équipes de projet, j'ai rarement vu des pénuries de savoir-faire, mais parfois le savoir-être peut faire la différence. Je trouve qu'il est souvent déterminant et il influence la probabilité de réaliser nos projets dans les calendriers qu'on a annoncés. Pourquoi parler du savoir-être dans la construction? Un petit constat, les retards dans les projets urbains, ils sont rarement dus à des problèmes purement techniques. 29% des retards ou échecs, selon une étude de 2018, sont dus à une communication inadéquate entre les parties prenantes et 28% sont liés à une mauvaise gestion du changement. Je trouve que ça donne matière à réfléchir. Les projets urbains, ils souffrent d'un manque de coordination et de clarification. Les parties prenantes, elles partagent pas toujours les mêmes valeurs, c'est-à-dire elles tirent pas toujours toute la corde dans le même sens. Elles n'ont que peu de temps pour parler de cela. Le dialogue manque pour permettre de révéler les intérêts divergents et les intérêts convergents, bien entendu. Et souvent, on se dit « Ah, mais c'est le projet qui va résoudre les choses ». Et il y a pas mal de coordination qui incombe aux maîtres d'ouvrage qui ne sont pas faites et on attend que le projet résolve les choses. Là, je pense qu'on doit tous prendre notre part de responsabilité. Peut-être une petite différenciation entre ce que j'entends par savoir-faire et savoir-être. Le savoir-être, c'est des compétences techniques qu'on peut acquérir au cours de nos formations, de nos études. J'ai parlé de gestion de projet, d'expertise juridique, de compétences architecturales ou d'urbanistes. Le savoir-être, par contre, c'est une compétence relationnelle. Et des exemples concrets, c'est par exemple l'écoute active, l'empathie, l'adaptabilité, l'agilité. Et ça, il y a peu d'écoles qui l'enseignent. Et pourtant, c'est important. Comment le savoir-être impacte la vitesse de réalisation des projets? Eh bien, je pense que suivant le savoir-être qu'on a, on a ou une augmentation des blocages ou une stagnation ou plutôt une réduction des blocages. Moins de conflits, c'est moins de temps perdu en négociation ou en arbitrage, donc plus de temps pour faire notre travail d'urbaniste. Et ça met aussi une ambiance de meilleure collaboration. Une équipe alignée et motivée, elle avance plus vite, elle est plus innovante et puis elle porte le projet, littéralement. Et enfin, l'innovation, c'est un point important. Le climat de confiance, il favorise la créativité et les solutions originales. Et lorsqu'on mène des projets, comme l'a démontré Léonard, sur plus de 20 ans, forcément, on doit développer une agilité parce que l'environnement dans lequel on mène ces projets change, lui, très très vite. Et cette notion d'agilité, elle passe par une force d'innovation. Il faut être vraiment, il faut pouvoir savoir se retourner pour prendre en compte les changements. On sait pertinemment, quand on dessine un projet, que ce dessin est important parce qu'il donne le cap à toutes les parties prenantes et à une équipe qui va porter ce projet, mais on sait tous pertinemment que ce n'est pas comme ça qu'on va le réaliser, qu'à la fin, eh bien, il restera quelque chose, mais il ne sera pas réalisé tel qu'on l'avait imaginé 25 ans plus tôt. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Donc, la vitesse d'un projet, et c'est le constat que je fais, dépend moins des outils que de la qualité des relations entre ceux qui le portent. Et je pense que c'est un point de vue important à tout niveau, aussi par rapport au portage politique, aussi dans le devoir et la responsabilité des citoyens qui ont chez nous une force d'opposition assez importante. Et pour ça, eh bien, il y a quand même des valeurs communes qu'on doit partager. On l'a vu aujourd'hui, la croissance démographique, elle est constatée. On a un territoire exigu, c'est particulièrement prégnant en Suisse, et donc ça suppose par une responsabilité de partage de ce territoire afin qu'on puisse trouver des solutions pour chacun.
les 3 piliers du savoir-être pour accélérer les projets, je les résumerai ainsi. D'abord, l'écoute active. Comprendre les besoins et les contraintes de chacun. Bien souvent, on reste sur ce qui nous incombe de porter et on n'arrive pas à entendre les contraintes de l'autre. Et c'est dans l'entente des contraintes de l'autre que les solutions, qu'un espace de solutions peut s'ouvrir. La transparence, partager les informations pour éviter les malentendus. On le voit, hein, on est vraiment à l'heure du big data, on est submergé d'informations. Et bien souvent, on ne prend pas le temps d'organiser cette information afin qu'elle soit partagée par tous. Et de bonne foi, on peut vraiment être sur des malentendus, tout simplement parce qu'on n'a pas partagé les informations. Et enfin, ce que j'ai appelé l'agilité relationnelle. J'en ai parlé auparavant, c'est vraiment cette capacité d'innover afin de s'adapter aux changements et aux profils variés. Très souvent, quand on lance des projets complexes, la machine est lourde à lancer. Et c'est vrai que chaque changement, on se dit « Oh là là, c'est encore une contrainte supplémentaire ». Et si on la voyait comme une opportunité de faire ensemble différemment. Et je crois que ça, c'est vraiment les chefs d'équipe, on doit apporter ça. On doit arriver à faire ce pas de côté pour regarder les choses différemment. Et plutôt que de voir un empêchement d'arriver là où on veut aller, de se dire « Ok, il y a un changement, ça ouvre peut-être une opportunité d'accélérer les choses ». Ce changement de regard, ce pas de côté, il est vraiment déterminant et c'est ce qui fait l'agilité d'une équipe. Voilà, assez de théorie. Je passe maintenant à un cas concret. J'ai été l'architecte et urbaniste de la ville de Sion et dans le cadre de mon mandat, nous avons réaménagé tous les espaces publics du centre de cette ville. Et je pense, enfin je veux croire en tout cas que ce travail a changé la vocation de cette ville. On fait un petit saut en arrière, donc on est en 2003. La première place vient d'être réalisée, c'est la place du Midi, c'était une première zone de rencontre, c'était le premier espace public qu'on faisait à Sion et la deuxième zone de rencontre de Suisse. Et puis, à partir de là, il y a un changement d'architecte de ville, donc cette place avait été réalisée par mon prédécesseur. Et quand je suis arrivée à la ville de Sion, l'exécutif m'a convoquée assez rapidement pour me dire « Écoutez, madame, voilà, Sion, c'est une ville magnifique, mais c'est une ville administrative. C'est une ville qui a 60 000 habitants la journée, 30 000 résidents. Et puis, à partir de 18h30, les rues sont mortes. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire que les 30 000 personnes qui viennent travailler à Sion le jour aient envie de rester un peu plus tard le soir ou aient envie de revenir avec leur famille le week-end? Et c'était l'objectif, le cap qui m'était donné en termes d'urbanisme. Je précise qu'on n'avait pas de plan directeur communal, donc on était en train de mettre l'ouvrage sur le métier pour faire un plan directeur communal et la suite, c'était la révision du plan d'affectation. Et j'avais 3 semaines pour plancher sur la problématique. Donc, je suis revenue avec cette proposition de travail sur l'espace public. Forte du constat du succès de cette première zone de rencontre, qui avait 1 année d'existence, et on voyait que les gens se l'appropriaient et qu'il y avait sur cet espace-là un changement vraiment d'usage dans la ville, et cet espace était au cœur de la ville de Sion, eh bien j'ai proposé de continuer à faire cette mutation, de façon à créer un écrin par l'espace public de qualité pour qu'on puisse, disons, faire résonner cette qualité de vie que les 30 000 résidents voyaient à Sion et donner envie aux 30 000 personnes qui venaient travailler à Sion de rester ou de revenir avec leur famille. Voilà, on a donc posé un plan de travail avec différentes zones qu'on pouvait potentiellement assez rapidement réaménager, puisque le moteur de tout ça, c'était le plan général d'évacuation des eaux qui était en train de mettre en œuvre, pour lequel il y avait du budget, et chaque fois qu'on ouvrait une rue, on se posait la question,
comment on allait refaire la surface. Voilà. Donc je me suis servie de ce plan général d'évacuation des eaux qui donnait le rythme, et puis j'ai collaboré, j'ai été expliqué à l'ingénieur de ville que ce serait peut-être intéressant qu'on collabore ensemble et puis qu'on puisse arriver à faire cette mutation ensemble. Donc voilà, l'agilité et de nouveau le savoir-être. Du coup, il y a tout un travail qui a été fait sur ces différentes places que vous voyez là. La place du Midi, donc la première qui est partie. Ensuite, l'espace des Remparts, la rue de Lausanne, la rue du Grand Pont, la place Maurice Zermatten. Et on avait même un projet pour la place de la Planta, mais entre-temps, il a changé parce que l'accélération du changement climatique a fait prendre une autre conscience. Et voilà, de nouveau, c'est les circonstances qui font changer, évoluer la ville. Première place, donc celle qui était faite avant mon arrivée, place du Midi, il y a eu un concours pour créer un lieu de rencontre et de convivialité. En haut à gauche, vous avez l'image de ce qu'était cette place, un grand rond-point avec des parkings et des voitures en voirie tout le long. Cette place, elle est à la frange entre la vieille ville qui part sur la droite et la nouvelle ville, et puis c'est le cœur commercial de la ville. Et donc, il y a un concours qui est lancé et en fait, c'est une mention. Le jury du concours a recommandé de réaliser le projet qui était mentionné, qui n'a pas pu faire un prix parce qu'il sortait du cadre du cahier des charges, mais le jury avait salué l'idée de ce concurrent et a préconisé de réaliser la mention. Et c'est le projet qui a été réalisé, donc cet espace de rencontre qu'on voit là, avec tout au sud de la place une bande roulante dans les deux sens, et puis tout le reste de la place qui est aménagé pour les piétons, pour les commerces aussi, parce que c'est une place où il y a pas mal de restaurants, et donc ils peuvent avoir le domaine public contre certaines règles, pas de publicité, un contrôle du mobilier, et puis des surfaces attribuées, mais que la ville peut reprendre à tout moment pour des manifestations, parce que c'est avant tout de l'espace public. Ce n'est pas un espace qui est privatisé. Suite à ça, l'espace de Rempart, en fait, ça a été une suite logique, parce que les commerçants de cette rue-là, qui était la rue des Remparts, eh bien, à la suite de la réalisation de la place du Midi, c'est eux qui ont envoyé une pétition à l'exécutif en disant c'est à quand est-ce que c'est notre tour pour modifier cette rue. Donc on voit que déjà là, les comportements ont changé. L'exécutif, du coup, a reçu ces pétitionnaires pour leur exposer le plan qu'on avait mis sur pied en disant vous êtes dans la suite logique, effectivement, et on va changer cette rue. Donc de nouveau, en haut à gauche, vous avez l'image de ce qu'était la rue, une route. On ne peut même pas la qualifier de rue, de nouveau avec des voitures en voirie de part et d'autre. Et puis à droite, vous avez l'image de ce qu'est la rue aujourd'hui. Il y a une place complètement piétonne, puis une zone de rencontre, mais où la voiture doit vraiment zigzaguer. Donc on a de moins en moins de voitures dans cette rue, puisque l'automobiliste se sent comme un intrus, en tout cas surtout à la belle saison. Et il y a quelques photos du chantier, parce qu'il y avait quand même dans ces garages que vous voyez en haut à gauche, il y avait quand même toutes les ambulances de la ville et les véhicules de police qu'il fallait placer. Et donc, on a creusé assez profondément pour faire un garage pour pouvoir avoir les ambulances et les véhicules de police. Et puis, ça, c'était la très belle surprise de ce chantier. On est tombé sur une nécropole de 6000 ans qui datait du Paléolithique. Donc, il y a eu aussi une belle découverte, une nécropole qui, en plus, avait des tombes qui étaient orientées dans une orientation qui était méconnue pour du Paléolithique. Donc, elle a fait l'objet de beaucoup de publications. Et donc, on a arrêté pendant une année complète le chantier pour que les archéologues puissent bien documenter cette magnifique découverte. Encore une fois, là, on avait l'alignement, donc l'exécutif
étaient vraiment alignés sur ce changement de vocation de la ville et mettre la priorité sur le réaménagement de ces espaces publics. La population, elle a plébiscité la deuxième place. Et puis les services, nous, on était alignés là-dessus. Et voilà, surprise, il faut de l'agilité parce qu'on découvre une nécropole, on prend une année d'arrêt complet. Mais devant 6000 ans d'histoire, je crois qu'on s'incline. Et là, vous avez l'espace des remparts tel qu'il est aujourd'hui et tel que vous pouvez le pratiquer. Les arbres ont un peu grandi depuis. Et on n'allait pas s'arrêter sur ce bon élan, parce que vraiment, plus les places étaient réalisées, plus les gens les investissaient et plus ils réclamaient la suite. Et je crois que, pour finir, c'est toute une ville qui a porté ces valeurs de changement dans l'espace public. Et on s'est attaqué à la colonne vertébrale de notre vieille ville, qui est la rue du Grand Pont, et qui était vraiment... Ça, c'est une rue, pour le coup, où les deux côtés de la rue sont classés monuments historiques, à l'inventaire national des monuments historiques, donc d'importance nationale. Dans cette rue, vous pouvez lire à peu près toutes les époques de l'histoire de Sion, avec en plus des bâtiments qui ont une symbolique forte, puisqu'il y a l'hôtel de ville, il y a le siège du Grand Conseil, le législatif cantonal. Donc c'est aussi des bâtiments qui sont emblématiques et qui représentent les pouvoirs de la ville. Et la complexité dans cette rue-là, c'est que sous cette rue s'appelle le Grand Pont, parce qu'effectivement, en 1850, lorsque les bourgeois marchands ont créé la société civile, eh bien, la rivière coulait à cet endroit-là. Et il y avait vraiment une fracture pour aller achalander les échoppes de ces bourgeois. Et donc, ils ont couvert cette rue et ils en ont fait un grand pont. Voilà. Et la rivière est toujours présente. Alors, beaucoup de gens nous demandaient de remettre la rivière à ciel ouvert. Malheureusement, c'était impossible parce que c'est la Saône qui coule là et en fait, c'est un torrent qui peut être assez impétueux. Et d'ailleurs, en 2000, il y a eu une immense lave torrentielle dans cette rue avec... il y a des voitures qui ont été emportées, il y a même eu 2 morts. Et donc, aujourd'hui, cette rue, le sous-sol de cette rue, c'est une conduite forcée pour que le torrent puisse, en cas d'orage ou en cas d'incident naturel, puisse charrier le plus vite possible tout ce qu'il a à charrier en dehors du périmètre urbain. Et donc, on ne pouvait pas réouvrir cette rue. Alors, ce qu'on a fait, c'est que on a représenté le tracé de la rivière par des dalles en béton qui sont incrustées dans le pavé. Et puis, ce qui est miraculeux, c'est que les événements naturels sont toujours présents. C'est que je vous assure, si vous circulez dans cette rue un jour d'orage, vous entendez la force de l'eau frapper à travers les soupirails des caves. Voilà. Donc là aussi, encore une fois, adaptabilité, mais on a tous tenu le cap, que ce soit les politiques, les citoyens aussi, parce que ce n'était pas un chantier facile, et les services, bien entendu, et on a pu modifier cette rue. La rue de Lausanne, c'était la suite logique. Je vais un peu vite, parce qu'on m'a signalé qu'il me restait 3 minutes. Et j'aimerais beaucoup vous parler de cette dernière place, qui est la place Maurice Darmaton, qui est cette place entre les châteaux de Valère et Tourbillon, qui sont vraiment les symboles de la ville. Donc là, on est dans un très haut lieu historique, chapeauté par la Commission fédérale des monuments historiques, en même temps que c'est un lieu, un espace naturel remarquable, qui est aussi chapeauté par la Commission fédérale de protection de la nature et du paysage. Et donc, on avait un chantier assez périlleux. On s'est simplement mis au service du grand paysage sur cette place, qu'il soit historique, agricole ou naturel. Et on a juste vidé cette place des voitures. On lui a redonné son pavage d'origine
Et puis, il y avait un très grand mur qui ne permettait pas de voir ce magnifique vallon agricole avec ses murs en pierre sèche. On a juste raccourci ce mur pour en faire un grand banc. Voilà. Et c'est le seul travail qu'on a fait. Et on a mis en avant aussi les 2 départs des châteaux. Donc là aussi, on a été tous alignés par rapport à ces valeurs qu'on voulait sauvegarder, qui était ce tout grand patrimoine, et puis cette nature aussi qui est magnifique. Dans cet endroit-là, c'est un des rares en Suisse où on a des scorpions, parce qu'on est vraiment dans une steppe aride qui correspond à l'aridité du sud de la France, par exemple. Et on a aussi des champs d'orchidées sauvages qui sont magnifiques. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et j'espère vous avoir démontré que le facteur humain et le savoir-être, il est vraiment important pour pouvoir mener à bien ces projets et les réaliser. Merci à vous deux pour ces interventions et ces démonstrations. On ouvre la parole à vous pour voilà, commentaires, questions ou ajouts, compléments. Tout est bienvenu. Et puis aussi, je vais voir aussi s'il y a des questions en ligne. Monsieur. Bonjour, Denis Richter, ancien urbaniste. Les 2 orateurs n'ont pas répondu à la question de construire de nouveaux quartiers, construire la ville sur la ville. Donc, il y a eu un orateur, Léonard, a présenté un projet urbain et Nathalie a présenté un quartier, une rénovation, une transformation d'un urbain en ville, qui est un projet exemplaire, effectivement, à Sion. C'est un projet à aller voir. Je suis allé une dizaine de fois, donc c'est exemplaire, c'est vrai. Léonard, j'ai des questions par rapport à toi, parce que Nathalie n'a pas présenté la création d'un quartier, quoi. Elle a présenté la transformation d'urbain, d'une ville faite pour voiture, en une véritable ville où les gens peuvent vivre. Mais Léonard, tu pars du principe que c'est un acquis pour toi, la Suisse à 10 millions. Je te rappelle juste que les chambres fédérales sont en train de discuter de ça et que ce n'est pas de loin pas un acquis, même si... Attends, j'ai plusieurs questions. Ensuite, tu parles d'un... Je ne vais pas encore répondre. La culture du bâti. Pour moi, l'urbain, tout le monde, mais dans tous les nouveaux quartiers que j'ai vus, tous les candidats ont fait de l'urbain générique depuis les modernes, et les postmodernes aussi, y compris. Tous les quartiers sont modernes. On a oublié simplement ce qui faisait la ville, qui était simplement l'ordre contigu, le parcellaire, la rue, et le privé, le public, etc. On a oublié ça et on fait c'est tous les mêmes images, c'est tous tous les mêmes quartiers, que ce soit les plaines du Loup, c'est des pièces urbaines, on crée tout ça, etc. Donc on n'a aucune, c'est pas de la ville. Ensuite, j'ai juste encore l'urbain devient vraiment une marchandise, et puis donc on a oublié que la ville, c'est un artefact collectif. Je cherche un peu la question. Pour la Suisse à 10 millions, si... Non, mais même une vote, on peut se poser la question si une vote va changer la donne, que la Suisse attire du monde et que jusqu'à aujourd'hui, on était... même si on n'est peut-être pas... Non, mais peut-être le message central là-dedans, c'est que déjà aujourd'hui, il y a une pénurie dans pas mal de régions en Suisse, donc construire reste nécessaire. Et peut-être aussi que ce n'est pas de l'aménagement du territoire qui décide si on a 10 millions ou pas. Si on double la fiscalité, ça serait beaucoup plus efficace que de gérer ça par les zones à bâtir. L'aménagement du territoire doit accueillir, créer les conditions, cadre le plus
correct possible pour accueillir correctement en fait la nouvelle population. Et dans ce cas-là, on a construit des quartiers. La mission suivante, c'est plutôt de construire la ville sur la ville. Enfin, je ne discute pas si on aime ou si on n'aime pas les quartiers, les communautés d'Ambilly. J'ai cru comprendre, ce n'est pas ton cas, hein, mais ce que j'essaie d'exposer, c'est construire un nouveau quartier prend du temps, nécessite d'impliquer beaucoup d'acteurs différents, de mener à bien plusieurs procédures. Ça se fait dans un environnement qui est démocratique et que ça prend le temps que ça prend. Et ça serait encore un peu plus complexe quand on va changer, encore une fois, plus construire sur les zones agricoles, mais plutôt dans l'espace bâti qui existe. Après, si on va être 9,5, 10,2, etc., je ne sais pas. Je laisse les politiciens, même si je suis un peu sceptique moi-même si une décision politique va fermer les frontières de ce pays. Mais enfin, ça c'est une autre discussion. J'ai essayé quand même de répondre, tu as dit, on n'a pas répondu à la question, j'ai essayé quand même de répondre, est-ce qu'on peut aller plus vite? Ma réponse était plutôt non. Peut-être on peut essayer d'aller un peu plus vite d'ici par là pour gagner quelques années, mais on ne va pas diviser par deux en fait la vitesse pour développer de nouveaux quartiers. Ça restera, on ne va pas tout d'un coup de 25 à une dizaine d'années pour faire des opérations comme le communauté d'Ambilly. Donc voilà, encore une fois, enfin, la discussion politique sur ceci, est-ce qu'on serait 10 millions ou pas? Quand moi je suis arrivé en Suisse, on était un peu plus que 7 millions. Donc on parle de 2002. Aujourd'hui, on a un peu plus que 9, hein, donc c'est quand même une augmentation importante. Et jusque-là, la Suisse est un pays attractif. Et ça, voilà. Et mieux se préparer sur l'arrivée de ces nouveaux habitants que de mettre la tête dans le sable et de dire voilà, enfin, on n'en veut pas. Merci. Madame Lhuet, vous souhaitez réagir aussi à cette première intervention? Oui, j'ai entendu, tu as dit, Denis, ces nouveaux quartiers, ce n'est pas de la ville. Et moi, je ne serais pas si catégorique parce que la définition de la ville, elle est en train d'évoluer, très certainement. Et quand je vois la vie qui s'organise dans ces nouveaux quartiers, je la trouve en tout cas intéressante à observer. Et effectivement, les lignes bougent, c'est très clair. On se réinvente, on a des nouvelles façons d'être ensemble aussi. Alors certes, les bâtiments sont austères, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on fabrique de la ville, paradoxalement, très vite quand même, hein, par rapport à l'histoire, je dirais, de la ville. Hein. Ça fait plus de 20 000 ans qu'elle se détruit, elle se reconstruit sur elle-même. Et puis là, on est en train de prendre un coup d'accélérateur quand même par rapport à la question qu'on a dit. Paradoxalement, on a des quartiers qui sortent de terre assez rapidement par rapport au rythme qu'avait la ville auparavant. Et dans cette accélération, c'est clair que les formes se ressemblent pas mal, etc. Mais je suis fascinée, encore une fois, par le facteur humain et par comment les gens s'approprient ces quartiers. J'étais encore lundi aux Plaines du Loup. C'est assez impressionnant quand même. Et j'y étais en plein après-midi, je me suis posée, j'ai observé. Et je trouve que c'est ça qui est formidable. C'est une leçon que j'ai prise en Inde il y a plus de 25 ans de ça. C'était en 97. Et j'ai pérégriné pendant 3 mois en Inde et j'ai passé par Chandigarh, qui était une ville qui était complètement construite par Le Corbusier, dans les purs principes modernes, etc. Et je trouvais fabuleux ce qu'en avaient fait les Indiens. Ils étaient tous fiers de dire on habite dans une ville de Corbusier, dans des bâtiments de Corbusier, etc. Et quand on allait dans les bâtiments, c'était génial. Je veux dire, il y avait le même chaos qu'il y avait dans toutes les rues en Inde, mais dans des bâtiments du Corbusier. Et c'est ça qui fait la différence. Et je pense que l'urbanité, c'est ça aussi. C'est les gens qui s'approprient des choses qui sont peut-être austères et strictes et qui en font autre chose, qui inventent des nouvelles façons de vivre et d'être ensemble. La réflexion qu'il y a autour des coopératives d'habitation, par exemple, je trouve qu'il y a plein d'inventions autour de ça. C'est ultra intéressant comme laboratoire. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est en marche. Ça, c'est sûr. C'est une catastrophe parce qu'ils ont voulu lier
les trois quartiers, Besson, les Plaines du Loup, et puis je ne sais plus comment il s'appelle, le troisième quartier. Et il y a une ségrégation sociale énorme, même à l'intérieur. Il y a les quartiers pour pauvres, pour etc. Etc. Mon fils. Moi, j'étais dans l'espace public toi, tu as eu et je voyais. le vécu de 2 ans. Je t'assure que j'y allais tous les week-ends. C'est pas la joie. Un peu une vision, alors, je crois. Merci. Avant de retourner vers vous, je vous lis encore une question qui nous vient de Zoom. Bonjour, merci d'avoir abordé le plan sectoriel des SDA. Que pensez-vous d'un plan sectoriel du logement et pôle économique? Je pense que si on pose cette question et si on accède à cette demande, pourquoi pas, mais il faut être conscient que ça bouscule un des principes du fédéralisme, qui est la répartition des tâches. Et personnellement, je partage ton point de vue, c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment les acteurs locaux qui sont plus au fait et plus à l'écoute des problématiques, et que peut-être que si on remonte ça à l'échelon fédéral, on aura des choses qui correspondent moins à la magnifique diversité qu'on a en Suisse. On a quand même une altérité entre les différentes régions de Suisse, etc., et qu'il faut respecter. C'est l'identité de notre pays. Donc attention à ce genre de choses. Si la Confédération met à disposition de l'argent pour que le canton et les communes puissent acquérir du foncier, hein, vraiment le nerf de la guerre, ça peut être tout à fait utile. Mais au-delà, je crois que nos acteurs locaux sont tout à fait capables, et les mieux placés pour réellement construire le logement dont on a besoin. Merci. D'autres questions, commentaires? J'ai une question. Dans le cadrage qui est proposé, les deux interventions, enfin en tout cas l'intervention de M. Verrès commence par pénurie de logement et donc quid de accélérer la fabrique des nouveaux quartiers. Mais le logement, ça ne se produit pas uniquement dans les nouveaux quartiers. Ma question, c'est est-ce que dans le cadrage de cette soirée et puis dans vos réflexions, vous intégrez aussi les autres façons de produire du logement en réadaptant l'existant, en facilitant pour les particuliers les possibilités de réadapter l'existant, de surélever, de séparer, en fait, cette agilité, mais à l'échelle vraiment du bâti déjà existant. Oui, merci pour votre question. Moi, je trouve qu'elle est importante parce que pour moi, elle vient aussi faire écho à cette notion de responsabilité. Je pense qu'en Suisse, on a aussi un nombre de mètres carrés par personne dans l'habitat qui est immense. Et pourtant, on a des architectes qui ont fait des bijoux dans l'exercice du minimal home. Donc là, il y a aussi quand même, on doit se déterminer. Si on est plus, peut-être que produire encore et encore, et puis manger sur les terres agricoles et ne pas arriver à ce 30% d'engagement de valeur écologique qui augmente, c'est peut-être pas la solution. Par contre, est-ce qu'on peut peut-être s'interroger sur le fait d'avoir moins de surface par personne, ce qui donne une autre redistribution? Il y a aussi tout un mouvement qui étudie, une association qui étudie comment on peut densifier les zones villas, parce qu'il y en a beaucoup en Suisse. Et puis là aussi, il y a des solutions. Et ça fait partie dans l'évolution de la vie. Quand on avance dans la vie, je veux dire, quand les enfants quittent la maison familiale, on a souvent 2 personnes qui se retrouvent dans une grande maison. Est-ce que là, on ne pourrait pas justement avoir l'innovation des architectes qui puissent réfléchir à comment on peut repartager cet espace pour vivre plus sur une même surface? Et ces questions-là sont vraiment intéressantes, je trouve. Et puis, il y a des gens qui réfléchissent à ça, et il y a des gens qui pratiquent ça aussi de plus en plus. Et elles sont quand même cruciales aussi par rapport au plan d'aménagement qu'on veut mettre en place, parce que l'augmentation de la zone villa, je veux dire, la supprimer radicalement, on voit à Genève les blocages que ça a fait. C'est pas toujours la solution. C'est un vœu pieux, mais après, voilà, c'est compliqué. Par contre, peut-être trouver un entre-deux, chercher ensemble des solutions différentes. Là, on a un bras de levier qui peut être important, effectivement.
Oui, peut-être comme complément, oui. Et la production hors le grand projet est plus importante que la production dans les grands projets. Peut-être ces grands projets prennent beaucoup d'attention, ils sont médiatisés, beaucoup discutés. Mais à Genève, par exemple, la production, je dirais par une densification douce ou par des petites opérations entre guillemets, hein, 2 bâtiments le long d'une route qui existe, c'est la majorité de la production qu'on fait. Et pendant des années, c'est plutôt sur ça que les Genevois ont trouvé un logement que dans ces grands projets, parce qu'on a vu que ça prend des décennies avant de réaliser en fait ce type d'opération. Merci beaucoup. Il y a juste... Tout à l'heure, Léonard Ferrel a mentionné, je travaille beaucoup sur la question des démarches participatives et c'est un peu sous-jacent d'une partie des réflexions, mais j'ai envie d'élargir un peu le propos parce que comme l'a fait Nathalie Luyès, la question c'est plus le dialogue en fait. Hein. C'est pas seulement le dialogue entre urbanistes et citoyens, entre autorités et citoyens, c'est vraiment entre les différents corps de métier, les différents intervenants autour d'un projet. Mais je dirais que dans l'expérience pratique que je suis dans ce domaine-là depuis maintenant une quinzaine d'années en Suisse, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se réalise pas encore très bien, où on a une marge de progression, c'est l'anticipation du temps du dialogue. Ça veut dire l'anticipation, la planification du dialogue avec les citoyens, mais aussi entre les différents corps de métier. Lorsqu'on conçoit, on planifie des projets, je suis toujours surpris de voir qu'on mise sur le fait que ça va se passer bien, alors qu'on voit bien que souvent il y a des oppositions, puis qu'il y aura des recours, etc. Mais on espère que ce ne sera pas le cas. Puis ça m'étonne quand même, ce décalage. Et alors je voulais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'à votre avis, on a encore vraiment une marge de progrès dans la planification du dialogue, ou c'est en train de s'installer? Après, je me permets une deuxième question, un peu différente. Et là, ce qui m'a étonné aussi dans les deux interventions, vous n'avez pas mentionné l'inflation du cadre législatif. Est-ce que ce n'est pas une réalité, l'inflation? C'est-à-dire qu'il y a plus en plus de lois, il y a des lois toujours plus complexes, puis après, c'est assez difficile à gérer. Pourquoi on n'en a pas parlé? Parce que ce n'est pas une réalité, ce n'est pas ça qui ralentit les projets. J'aurais voulu vous entendre là-dessus. Merci beaucoup. Donc, 2 questions, si j'ai bien compris, sur la marge de manœuvre dans l'anticipation et puis l'inflation législative. Alors, je vais répondre aux 2 questions. L'anticipation du dialogue. Je partage pleinement ton point de vue. C'est-à-dire que je pense vraiment que ce n'est pas planifié et que c'est crucial. Et que, enfin là, je vois dans mon métier de conseil auprès des institutions, je peux dire vraiment que le 90% de mon travail, c'est ça. C'est d'ouvrir des parenthèses de temps pour que les gens se parlent. Et ça résout énormément de choses. Et franchement, ça paraît l'œuf de Colomb, ça paraît trivial, mais on est dans une fuite en avant. Enfin, comme je le dis, pardonnez-moi l'expression, mais elle est imagée. On est dans une essoreuse, quoi. Et puis, on a perdu la touche arrêt. Et le dialogue, c'est vraiment important. Prendre parfois 2 heures de discussion, s'accorder sur ce qu'on veut défendre et accorder nos violons, c'est essentiel. On gagne après un temps précieux et on trouve des solutions. C'est comme si on lançait un orchestre symphonique sans qu'ils puissent s'accorder entre eux. C'est pas possible, quoi. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, le cadre légal. Enfin, personnellement, moi, je ne l'ai pas abordé parce que pour moi, c'est une donnée entrante, quoi. C'est un axiome. Donc, c'est clair. En Suisse, on a un système de droit qui est basé sur la logique du droit romain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un droit qui prime sur l'autre, comme dans le droit napoléonien chez nos amis français. Et donc, forcément, il y a, chacun y va de son principe, l'étaye, l'étoffe, le précise, etc. Donc, ça ne va que vers une complexification. Pour moi, la vraie question autour de ça, c'est quand va-t-on doter les tribunaux pour qu'ils fassent leur travail? Parce que c'est la jurisprudence qui est importante. Et là, malheureusement, on ne met pas assez de moyens. Et ça, c'est un sacré frein. Mais c'est pas sur la simplification du cadre légal, parce que je crois que ça fait partie de notre identité.
et je trouve qu'on peut faire avec. Mais par contre, il faut doter les tribunaux parce que leurs jugements font jurisprudence et c'est ça qui fait changer les choses et avancer les choses. Et là, il n'y a pas assez de moyens qui sont mis, vraiment. Je vais ajouter quelque chose aux deux réponses données. Je suis entièrement d'accord que c'est le dialogue, donc c'est plus large, même si je trouve que à l'époque, on se mettait un peu à la place de la population. On croyait de savoir qu'est-ce que la population a souhaité. Donc la place de la participation, elle a changé. C'est ça que je voulais dire. Et est-ce que ça freine le projet? Je ne crois pas. Ça le rend plus nuancé, plus on doit mieux écouter, etc. Donc je vois ça plutôt comme quelque chose de positif. Mais oui, le dialogue entre tous les acteurs, bien sûr, est important. Après, par rapport... Personnellement, je n'ai jamais vécu cet renforcement de différentes lois, enfin, la gestion de l'eau, on peut, de pollution ou autre, comme un facteur qui, je trouve ça plutôt, ça nous pousse en fait à mieux prendre en compte tous ces éléments qu'on doit prendre en compte dans des projets, qu'on faisait un peu moins avant et qu'on fait de manière beaucoup plus nuancée et réfléchie aujourd'hui. Et enfin, toutes ces lois ont des services qui défendent en fait ces lois qui sont intégrées maintenant dans le projet. Peut-être on a dû se connaître un peu mieux, je dirais, pour bien travailler ensemble sur ce sujet-là, mais je ne l'ai pas vu comme un facteur de... Moi, je trouve que ça nous pousse plutôt de faire de meilleurs projets. Et oui, parfois c'est pénible, hein, parce que tout d'un coup, on doit prendre en compte qu'il y a un degré de sensibilité au bruit qu'on ne peut pas changer, qu'on doit prendre plus de place pour la gestion de l'eau, etc. Mais tant mieux, je dirais. Donc, est-ce que ça freine? Certainement un peu, mais c'est plutôt pour une bonne cause, je dirais. Je pense ensuite que ce qui nous sauve, c'est qu'on a on a une excellente culture de la pesée d'intérêt dans ce pays. Et ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. La question de la soirée telle qu'elle est posée pourrait laisser sous-entendre que le temps de réalisation de ces projets d'envergure a enflé avec le temps. Mais est-ce que c'est un fait, ou est-ce que un projet d'envergure tel qu'il a été présenté, tel que celui de Genève ou de Sion, dans les années 80 ou 70, peu importe, est-ce qu'il aurait pris beaucoup moins de temps, ou est-ce qu'en Suisse, quand on a des projets d'envergure, ça prend du temps depuis 40 ans, et cette donnée n'a pas changé? C'est là ma question, j'espère qu'elle est claire. Moi, je trouve que c'est une excellente question, parce que je pense qu'on a gagné du temps, honnêtement. Je pense qu'auparavant, ça prenait beaucoup plus de temps, et que par contre, ce qui a changé, c'est la pression. La pénurie de logements augmente et il y a cette urgence qui fait qu'on trouve que c'est beaucoup plus long qu'auparavant. On avait peut-être une moins grande pression auparavant, mais les projets prenaient beaucoup de temps. Franchement, moi, du haut de mon observatoire, depuis mon observatoire, je me dis, parfois, j'ai quand même un doute sur la vitesse à laquelle on fabrique des quartiers entiers. Ça va très très vite quand même. C'est-à-dire qu'on a vu, en 12 ans, en 15 ans, on a des morceaux de villes qui sortent. Alors qu'auparavant, je le disais, dans l'évolution, dans le temps de la ville, ça prenait beaucoup plus de temps. C'est au fur et à mesure de l'histoire, etc. Ça se faisait au gré des hasards, des choses qui se construisent, qui brûlent, qui se déconstruisent, etc. Vous voyez ? Donc, ce temps, maintenant, il est concentré, mais parce qu'on fait face à une urgence, en tout cas. C'est comme ça que le ressenti est exprimé. Mais je pense... Après, ça n'engage que moi, ce que je dis, mais je pense qu'il y a aussi quand même beaucoup d'émotionnel autour de ça. Très clairement. La pénurie de logement est là, mais en même temps, on ne partage pas nos espaces, on ne veut pas réfléchir autrement. Donc, voilà. Je crois que les tensions, elles sont pas mal émotionnelles quand même. Effectivement, c'est une bonne question. Est-ce qu'on allait plus vite dans le passé? Bon, à Genève, il y a par exemple la Cité de Meyrin ou Donnay, qui ont été réalisées quand même avec une certaine rapidité.
Et on se disait assez souvent que de construire ces grands ensembles, on peut critiquer ou pas, ça s'arrêtait un peu dans les années, fin des années 70, début des années 80, et après on a perdu un peu comment faire. Cette savoir-faire de coordonner ces grandes opérations qui nécessitent quand même beaucoup d'acteurs, etc. On n'avait plus tellement la culture de le faire, on a dû réapprendre quelque part la construction de ces grands projets. Donc c'est un peu ce qu'on disait un peu entre nous. La question se pose parce que, je suis assez d'accord avec Nathalie, c'est surtout la pression un peu politique, l'urgence qui existe, la pénurie qui est là, et on se fait élire parfois aussi sur des promesses. On va construire X milliers de logements par année pour répondre à la pénurie, ce qui met la pression sur ces projets. Et en même temps, on veut faire ça dans le contexte qui est le nôtre, la démocratie qui est le nôtre, associer tout le monde, écouter la population, etc. Donc, il y a un peu un paradoxe là derrière. On ne se donne pas les moyens. Le Grand Conseil genevois peut-être pourrait décider qu'une fois dans le plan directeur, on n'a plus besoin de faire un plan directeur des quartiers. Ça suffit. Mais ça, on ne fait pas. Donc, à la fois, on veut, et moi, je suis plutôt favorable de respecter ce contexte et le débat, la démocratie, et de ne pas pousser. Donc oui, je ne crois pas qu'on va beaucoup plus lentement aujourd'hui que dans le passé, même s'il y en a peut-être quelques exemples où on était très efficace. Mais c'est plutôt des exceptions. On peut dire que les projets les plus rapides, je vais peut-être vous choquer en disant ça, ils ont été réalisés dans des dictatures. Si on pense à Haussmann, par exemple, à Speer sous Hitler, voilà. Merci beaucoup. D'autres commentaires ou questions, ajouts? Alors, c'est une remarque concernant Ambilly. On a vu une photo, vous m'entendez? On a vu une photo des premières constructions réalisées. Et puis, vous y pouvez rien, hein, mais je trouve que les façades, elles sont, comment dire, désolantes. Et j'ai vu des façades similaires aussi à Genève, à Praille, à Cassia-Vernay. Alors, construire vite, faut quand même prendre le temps de faire des belles façades, je trouve. On peut s'inspirer par exemple du Hansa Viertel à Berlin. C'est juste un exemple parmi d'autres. Voilà. Merci. Vous souhaitez réagir à ça? Je suis plutôt d'accord avec vous. Qu'est-ce qui cache derrière ces façades? C'est plutôt des appartements plus que corrects, etc. Les équipements sont là, les espaces publics. On a mis en place les différents modes de transport pour accéder au quartier. Mais on peut regretter, je crois que tu as utilisé même un mot un peu, c'est assez, une expression architecturale un peu pauvre. Mais c'est un peu dans l'air du temps. On voit ces types de bâtiments comme apparaître dans les quatre coins de la Suisse romande. On peut peut-être regretter de pas, d'être un peu plus attentif sur comment la qualité architecturale de l'expression, l'expression architecturale plutôt. Oui, moi je partage aussi votre point de vue, c'est-à-dire qu'on voit quand même une forme d'uniformisation, un petit peu de banalisation. Et ce qui me frappe là-dedans, c'est que suivant les quartiers, admettons, si on faisait un jeu, puis qu'on mettait des photos de façades comme ça, de quartiers différents, dans des endroits de Suisse différents, et je prends le pari que vous auriez de la peine à dire où ça se situe. On ne reconnaît plus vraiment l'identité des lieux. Par contre, je reviens quand même sur ce que j'ai pu observer, dont j'ai témoigné tout à l'heure. Je pense vraiment que la vie des quartiers va faire la différence. D'où, pour moi, franchement, ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, je pense aussi qu'on doit vraiment pas lésiner sur laisser de l'espace non bâti, que les gens puissent investir, parce que ça peut faire beaucoup de différence. Non, je suis d'accord, mais pour les coups partis, en tout cas, c'est une manière de redonner de la qualité de vie. Voilà.
Merci beaucoup. On a encore quelques minutes, mais assez court. D'autres personnes, donc. Vous parliez de pression ressentie lors de la construction de ces projets. Est-ce que, et donc d'une urgence quelque part, est-ce que l'urgence, elle est du côté de loger des personnes ou de générer le plus rapidement possible un rendement pour nos caisses de pension? Je précise pourquoi cette question, parce que dans les années 20, on avait aussi une grosse crise du logement en Suisse, et en Suisse alémanique, notamment la ville de Bienne, a pris la décision. Ce sont les pouvoirs publics qui se sont largement investis dans la construction de logements en coopérative. Là, il y avait vraiment une crise de logement, et ce sont les pouvoirs publics qui sont intervenus. Or, aujourd'hui, puisque les pouvoirs publics n'interviennent pas vraiment de façon forte, ça laisse sous-entendre que finalement il n'y a pas de crise du logement, mais qu'il y a plutôt une crise du rendement. Merci. Bon, je pense que c'est... Alors, il y a un état de cause à effet que vous citez, mais je pense qu'il ne faut pas les corréler. C'est-à-dire, quand on regarde les taux de vacances de certaines régions, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont de la peine à se loger. Ça, c'est un fait. Par contre, l'investissement public pour construire du logement ou l'investissement privé, ça c'est comment on va répondre à ça. Et là, il y a des choix différents qui sont faits, mais il y a aussi des choix différents qui sont faits en fonction des moyens. Vous avez des communes ou des cantons qui ne sont pas des grands propriétaires fonciers et puis qui ne sont pas riches. Donc c'est difficile d'investir quand on n'a pas d'argent et qu'on n'est pas propriétaire foncier. Et c'est là où on s'allie avec l'économie privée, très souvent. Par contre, à contrario, il y a vraiment des communes ou des administrations, disons des autorités, qui ont envie de s'investir pour ça et qui, eux, mettent le paquet. Et c'est souvent des communes qui, à la base, étaient des grands propriétaires terriens. Voilà. Il y a aussi des autres exemples que Bienne. La ville de Lausanne, elle est très active. Elle a même créé la SIL, la Société immobilière de Lausanne, qui est active en fait sur le marché, qui achète du foncier, développe des bâtiments, met sur le marché à des prix, enfin souvent à travers des coopératives à des prix vraiment très raisonnables. Donc on voit que ça, c'est une autorité publique qui dit, voilà, on est là pour loger la population lausannoise et pas pour être un terrain de jeu pour des promoteurs qui permettent de bien gagner leur vie. Donc il y a quand même... Et Lausanne, c'est une grande propriétaire foncier, mais il prend aussi sa responsabilité. Il y a d'autres communes qui sont grands propriétaires fonciers où voilà, ils restent quand même plutôt dans un modèle, on travaille avec les privés. Bon, ce n'est pas que public ou privé à Lausanne, c'est vraiment la entière. Hein, donc, c'est encore un tiers de logements sur le marché libre, un tiers c'est des coopératives, un tiers c'est de logements sociaux, de mémoire. Et la ville milite pour ça et met en œuvre, crée des outils, des instruments pour qu'elle peut être à la hauteur de sa propre politique, je dirais. Donc, et après, c'est aussi des droits de superficie, donc rester propriétaire du foncier, on tient les couteaux par la manche aussi pour l'avenir. Rapidement, on a encore le temps ensuite à l'apéritif. Il y a un acteur foncier aussi dans cette question public, caisse de pension, etc., qui joue un rôle déterminant parce que c'est le plus grand propriétaire foncier de Suisse, c'est les CFF. Et CFF Immobilier est une SA dont le rendement est fixé par le Conseil fédéral et le rendement qu'ils font sert à alimenter d'une part la caisse de pension du personnel des CFF et d'autre part sert à financer les infrastructures ferroviaires. Ça, c'est un acteur particulier et qui, quand même, possède beaucoup de terrain. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. C'est bientôt 20h. Encore un grand merci à nos intervenants pour vos présentations. Merci, bien sûr, à la Ville d'Yverdon, au service de M. Wössner et à la HUIG Vaud pour l'organisation de ces conférences sur l'urbanisme, et à Zoé et à Arnaud qui font toujours un excellent travail de logistique et d'organisation pratique. Et un grand merci à vous d'être présents ici
et en ligne et de nous avoir écoutés. Et puis, la soirée peut continuer à l'apéritif. Et d'ici là, bonne soirée et merci encore.